Oui, je suis ni critique d'art ni historienne de l'art. Moi, au départ, je suis géologue et j'ai fait sur le tard des études aux Beaux-Arts de Genève. Et maintenant, en fait, j'écris, je dis pas sur l'art, mais à partir de l'art, et je produis des formes à partir de l'art. Alors, là, je suis pas du tout théoricienne, donc j'ai pas lu Adorno. Je me sens un petit peu martienne ici, mais ça va être intéressant. Moi, je vais vous lire en fait des textes, dont des formes que j'ai fait ces derniers temps. Et là, je vais vous lire un texte de mon dernier livre qui s'appelle Oh là mon Dieu. Et le texte que je vais vous lire s'appelle Étant donné, premièrement, Brian de Palma. Deuxièmement, l'Encyclopédie des guerres. Et troisièmement, le Papet vaudois. Quelque chose qui tiendrait de la choucroute télescopée avec un banana split. C'est spontanément ce qui me vient à l'esprit lorsqu'on prononce devant moi le nom de Brian de Palma. Pardon à tous les de palmistes énamourés qui regardent Scarface, obsession ou pulsion en joignant les mains, mais chez moi ça passe difficilement. Dernièrement, j'ai refait une tentative en louant le DVD The Black Dahlia. Que dire ? Scarlett Johansson porte très bien les pulls en mohair et l'équipe des décorateurs a fait du bon boulot. Mais sinon, dans les bonus du DVD, je suis tombée sur un documentaire intitulé « La vérité sur le dahlia noir. Qui a tué Elizabeth Short ?» Pour ceux qui ne le savent pas, Elizabeth Short donc, a été découverte. Le corps d'Elizabeth Short a été découvert le 15 janvier 1947. C'était une actrice qui était retrouvée coupée en deux au niveau du bassin avec des brûlures, enfin une mise en scène très particulière. Et dont s'est inspiré James Ellroy pour son livre Le Dahlia noir. Dans ce docu-fiction au suspense si storylisé que l'on a envie de ranger sa télécommande, on voit un ancien inspecteur de la police de Los Angeles, Stephen Hodel, expliquer pourquoi il est persuadé que son propre père est l'auteur de ce crime épouvantable qui a causé beaucoup d'insomnie à James Ellroy, tout en lui rapportant beaucoup de royalties. Depuis 1999, Stephen Hodel a accumulé les indices et il a publié le résultat de son enquête en 2004 dans un livre préfacé par le même James Ellroy. Comparée à celle de Hodel, la version proposée par le romancier en 1987 et adaptée ensuite au cinéma par De Palma est aussi plate et convenue qu'une mauvaise sitcom. C'est dire combien la réalité, si tant est que la version de Hodel soit vraie, peut dépasser la fiction. Stephen Hodel a une tête de Père Noël. Dans le film, il est devant un panorama de Los Angeles qu'il scrute avec des jumelles, avant de se tourner vers le spectateur pour lui confier d'une voix grave qui fait tout de suite monter la tension « Je sais qui a tué le dahlia noir ». Il est aidé dans cette entreprise par une armée de violons qui répètent frénétiquement la même note stridente en fond sonore, façon Bernard Herrmann dans Psychose. Du coup, nous aussi, on veut savoir. Les violons se taisent enfin pour le plus grand soulagement de nos dents. On apprend alors pas mal de choses sur la vie dissolue du gratin hollywoodien des années 40. George Hill Hodel, le père de Stephen, habite à l'époque une villa inspirée d'un temple maya dessiné par Frank Lloyd Wright Jr. À voir les photos sur le net, c'est pour le moins chargé et ça n'a pas l'air coton à entretenir, toutes ces parois en roche sculptée. George est un chirurgien cultivé et élégant qui a fait fortune, on ne sait pas trop comment. Il joue Rachmaninoff au piano comme un dieu depuis qu'il s'est plié ses 10 doigts, porte la même moustache que Walt Disney et organise des fêtes démentes dans sa villa flamboyante. Quelque chose entre Gatsby pour le raffinement et Liberace pour l'excès. Grand ami de plein de célébrités du cinéma et du monde de l'art qui passent de piscine en piscine avec une starlette comme Bowie sans jamais lâcher leur coupe de champagne, parmi lesquels Man Ray et John Huston, auquel il a piqué son ex-femme, George partage avec elle le goût des parties fines,
en compagnie des Bouées et de la lecture du Marquis de Sade. Tout ça nous est expliqué dans le film par différents policiers, enquêteurs ou témoins de l'époque qui, à l'instar de Steven, parlent sur un ton convaincu en plantant leurs yeux droit dans la caméra, tandis que derrière eux, les violons ont été remplacés par 3 accords minimalistes de piano qui font inévitablement penser à du Philip Glass, lui aussi très efficace pour plomber l'ambiance sur l'écran. Du coup, l'étrange portrait de George Hodel par Man Ray. Ah, j'ai loupé une. Voilà. Du coup, l'étrange portrait de George Hodel par Man Ray, qui apparaît dans la séquence suivante, fait froid dans le dos et on ne voit plus du tout Walt Disney. Plutôt Chaplin dans Monsieur Verdoux ou Michel Serrault dans Le Docteur Petiot. Quand la caméra revient sur la figure joufflue et hirsute de Steven, on est frappé par le contraste avec l'image précédente. Difficile alors de résister à une psychanalyse sauvage. Et si la barbe du Père Noël du fils, Steven, était une réponse à la moustache méphistophélique du père George? Les poils, ça cache toujours quelque chose. La triste fin d'Elizabeth Short a généré des montagnes de fantasmes. Un coup d'œil sur le net donne le vertige. Hormis des images de sites hardcore qui soulèvent l'estomac, on peut aussi tomber sur des choses plus intéressantes, notamment en rapport avec l'histoire de l'art, puisque des liens ont été établis entre la mise en scène du cadavre et une certaine esthétique surréaliste, en particulier des œuvres de Man Ray, grand habitué des Nuba au palais Maya. On connaît un peu les manies des artistes de ce mouvement à désarticuler le corps féminin, comme si ce dernier était un mécano susceptible d'être démonté et remonté à volonté, du moment qu'on a gardé tous les boulons. Cet intérêt pour la partie plutôt que le tout a été parfaitement résumé par Meret Oppenheim dans Ma gouvernante. C'est bien connu. Pour les fétichistes, il n'y a que dans le détail qu'on puisse atteindre l'absolu. Hormis des images récurrentes de femmes découpées en morceaux, les surréalistes ont aussi égrené ici et là des petites phrases certes bien tournées et pleines d'humour noir, mais qui ne les ont sûrement pas aidés à se faire aimer des féministes. Du genre, le viol, c'est l'amour de la vitesse. C'est une réponse de Benjamin Perret à André Breton. Jusqu'ici, dans ce paragraphe précis, il aurait été parfait de parler de Exquisite Corpse, Surrealism and the Black Dahlia Murder, un livre de Mark Nelson et Sarah Hudson Baylis que j'ai réservé à la bibliothèque depuis des semaines et que son actuel emprunteur rechigne à rendre malgré la succession de rappels envoyés par le service de prêt de ladite bibliothèque, à laquelle je téléphone régulièrement pour savoir si ce fichu bouquin est enfin revenu. Je soupçonne cette personne d'être tombée dans une fascination morbide pour l'ouvrage et de ne plus pouvoir en décoller le nez. Une autre œuvre d'art qui a été mise en lien avec l'affaire du Dahlia noir, c'est celle de Marcel Duchamp, étant donné 1. La chute d'eau, 2. Le gaz d'éclairage. Cette approximation démontable, selon les termes de son créateur, donne la fièvre à ses exégètes depuis qu'elle a été révélée au public en 1969. C'est vrai qu'il y a des similitudes entre la position du corps féminin dans la pièce de Duchamp et celle du cadavre de Elizabeth Short. Mais est-ce vraiment significatif? Et si oui, de quoi? Toujours est-il que la thèse de Steven Hodel a fait exploser le thermomètre à certains qui ont rapidement fait le pont entre Elizabeth et Marcel via Man Ray, grand ami du second. Il s'agit moins de savoir si Duchamp a eu connaissance du crime par la presse américaine en 1947, oui, très probablement vu le retentissement de l'affaire, que de s'interroger si Man Ray, et par ricochet Duchamp, était au courant des agissements criminels de George Hodel, en admettant que celui-ci soit le meurtrier. Et s'il y avait un quelconque lien de cause à effet entre art et crime. C'est là que déboulent soudain en pagaille Thomas de Quincey, Edgar Allan Poe, Jack l'Éventreur, Oscar Wilde, Walter Sickert et quelques autres, avec en toute fin de peloton Patricia Cornwell, laquelle s'est efforcée de prouver que l'avant-dernier et l'antépénultième ne faisaient qu'un, c'est-à-dire Sickert égale The Reaper. Soit toute une constellation de gens liés de près ou de loin à l'idée du crime comme œuvre d'art.
Tous sont convoqués dans un livre captivant de Jean-Michel Rabaté, qui propose le fait divers criminel comme une version actuelle du ready-made. Le titre de ce livre est « Étant donné 1. L'art, 2. Le crime, la modernité comme scène du crime » aux Presses du Réel en 2010. Ça se lit avec voracité comme du Stephen King, mais c'est moins lourd et moins volumineux, donc plus pratique à lire au lit. Selon Thomas de Quincey, cité par Rabaté, une fois que le meurtre a été commis, rien ne nous interdit d'en jouir comme d'un spectacle. Perspective parfois intenable. C'est ce dont parle brièvement et par la bande Jean-Yves Joannet dans le 17e épisode de son Encyclopédie des guerres, entreprise commencée en 2008 et pour laquelle il va falloir être patient et en bonne santé si on veut un jour en connaître la fin. Dans ce projet assez casse-cou, Joannet raconte les guerres de l'Iliade à Hiroshima à partir de mots-clés complètement subjectifs dans des conférences qu'il présente régulièrement au Centre Pompidou. Le dispositif est minimal, une table, un micro, un projecteur vidéo, un verre d'eau et des notes sur un papier. Ici, pas de violon et de piano en arrière-fond, ni de regard planté dans la caméra. On fait sobre et on ne racole pas. Joannet tourne souvent autour du pot, ne se prive pas de donner des fausses pistes, parle d'apiculture, de chevelure, de danse, d'onomatopée et régulièrement de son grand-père, qui n'a pas pu lui raconter la guerre, ce qui fait aussi de l'objet une autobiographie déguisée. Je n'ai jamais assisté à des conférences de l'Encyclopédie des guerres, mais je regarde les vidéos de celle-ci sur Dailymotion en faisant du repassage, activité éminemment surréaliste si l'on songe au cadeau de Man Ray. Dernièrement, j'ai donc regardé, ou plutôt écouté, peut-on réalistement repasser une chemise en regardant autre chose que son fer à repasser, la 17e séance qui s'ouvrait sur le mot « entrejambe ». À la 22e minute, Joannet fait tout un tas de circonvolutions avant d'annoncer au public qu'il va montrer une photo difficile, qui a notamment posé beaucoup de problèmes à son assistante. Karine résiste beaucoup à cette image, prévient Joannet, tandis qu'apparaît derrière lui une image effectivement infâme. On y voit frontalement un corps de femme nu et couché, les jambes grandes écartées et tenues par des soldats hilars. Le torse de la femme est invisible. On soupçonne qu'il n'y en a peut-être pas et qu'il s'agit alors de la moitié inférieure d'un cadavre coupé en deux. La photo a été retrouvée dans les poches d'un soldat allemand mort en 1945. Elle est entrée dans les archives militaires françaises en 1946. On comprend soudain très bien Karine, l'assistante de Joannet. Joannet fait zoomer dans l'image pour montrer qu'il y a au sol l'amorce d'un motif en échiquier et que le corps repose sur un étrange empilement de tableaux ou de toiles vierges. Il parle de manière hésitante, semble un peu mal à l'aise avec ça, cette image extrême qui a été analysée au peigne fin par sa documentariste, puis passe finalement au cliché suivant, un gros plan de la porte de « étant donné » de Duchamp. Un lien périlleux, dit Joannet, avant de présenter un schéma du dispositif de l'œuvre de Duchamp, dans lequel, hormis le corps disposé de manière similaire, on repère aussi très vite un sol en damier. Joannet explique que lorsqu'il a remarqué ça, il s'est exclamé « Oh là, mon Dieu !» Non pas « Oh là là, mon Dieu !» mais « Oh là, mon Dieu !» avec un seul « là », ce qui est très différent. Dieu est dans le détail. À propos du genre des détectives novels qui apparaît au XIXe siècle, Jean-Michel Rabaté parle dans son livre du principe de sérendipité. Caractéristique de la plupart des détectives, la sérendipité est la découverte d'une chose par accident alors que l'on est à la recherche de quelque chose d'autre. Prenons un exemple. Georges de Mestral, un ingénieur suisse d'Aubonne, a inventé le principe du velcro. Grâce à son chien qui revenait chaque jour de promenade avec des tonnes de fleurs de bardane accrochées à ses poils. C'est en pestant contre ces dernières
qu'il devait retirer une à une du pelage de son animal, que ce monsieur a trouvé par sérendipité une nouvelle manière de faire adhérer deux matériaux de façon simple et réversible. Plus loin dans son livre, Rabaté fait un lien entre le détective Dupin, inventé par Edgar Allan Poe, et l'artiste Duchamp, qu'il propose de considérer comme un détective en chambre. Je ne sais pas s'il a trouvé cela par sérendipité, mais ce rapprochement est très stimulant. J'habite depuis plus de 20 ans à Genève. J'ai vécu enfant avec mes parents à Fribourg. Ces derniers résident désormais à Vevey. Ils sont très vieux et depuis quelque temps de plus en plus malades. Je fais par conséquent très souvent des allers et retours entre Genève et Vevey. Généralement, je ne sors pas de l'autoroute d'un bout à l'autre du trajet. Mais depuis que j'ai lu le livre de Stefan Banz, Marcel Duchamp and the Forester Waterfall, dans laquelle Banz explique comment on a décelé que la chute d'eau en arrière-plan de Étant donné était en fait la cascade de Forester à Chèbres, au-dessus de Vevey, je me suis arrêtée quelquefois dans ce village pour repérer les lieux. L'hôtel Bellevue, dans lequel étaient descendus Marcel Duchamp et son amie Marie Reynolds du 5 au 9 août 1946, est aujourd'hui un établissement de luxe nommé le Baron Tavernier. La vue depuis ce coin du Lavaux, elle, n'a pas dû beaucoup changer. C'est en lisant les menus à l'entrée d'un des restaurants du Baron Tavernier que m'est venue une idée un peu idiote, mais pas dénuée de sérendipité. Imaginons. Marcel Duchamp et Marie Reynolds sont très fatigués après une longue promenade dans le Lavaux sous un soleil de plomb. Marie a attrapé des ampoules aux pieds et Marcel un coup de soleil sur la nuque. Ils font une longue sieste, puis décident en fin de journée d'aller manger un morceau dans un petit bistrot qu'on leur a conseillé sur la route de la Corniche. Là-bas, on ne sert qu'un seul plat, le papé vaudois. Mélange de poireaux et de pommes de terre écrasées. Le papet, proprement dit, est servi avec de la saucisse aux choux. Ce n'est pas vraiment indiqué en plein été, mais Marcel a envie de goûter la cuisine locale. En attendant leur repas, ils boivent un verre de fendant pour l'apéro. La serveuse aime bavarder. Elle leur explique que ce plat typique du pays demande une cuisson des légumes sous la saucisse, afin que les sucs grassouillets de la seconde puissent bien imbiber les premiers. Un peu plus tard, elle leur apporte une assiette recouverte à ras-bord du fameux papet sur lequel trône une saucisse imposante, puis leur montre comment fendre la peau de la saucisse sur toute sa longueur avant de racler la chair intérieure avec un couteau. Marcel et Marie font ça comme des chefs. Ils mangent de bon appétit et commandent une nouvelle bouteille de vin. Un peu pompette à la fin du repas, ils laissent un gros pourboire à la serveuse avant de partir. Durant la nuit, la digestion est difficile. Le coup de soleil et les ampoules n'aident pas à trouver le sommeil. Et la cascade de Forester, située juste à côté de l'hôtel, fait un boucan d'enfer. Tout ça se ressent au niveau de l'estomac, mais pas seulement. Marcel fait des rêves étranges où tout se mélange. Il voit une cascade de fendant s'écouler au pied d'une chose rose et ouverte, posée sur ce qui semble être des mauvaises herbes. On dirait Marie toute nue sur un lit de poireaux tout sec qui aurait trop cuit. Marcel se réveille soudain en sursaut, aveuglé par une lumière en face de lui dans la chambre. C'est Marie debout qui tient une lampe de poche. Elle lui explique qu'il y a eu un gros orage au moment où il s'est endormi. Tout l'hôtel est privé d'électricité, on ne sait pas jusqu'à quand. Heureusement, elle a pensé à prendre une torche électrique dans ses bagages quand ils étaient encore à Paris. Marcel saisit son carnet de notes sur la table de nuit. Il griffonne avec un crayon à papier. Lumière, cascade, corps, végétation rabougrie. Et, juste avant de se rendormir, il a encore le temps d'écrire « fendant, fendu ». Marie éteint la torche et le rejoint sous les draps. Avec l'eau déversée par l'orage, la cascade fait encore plus de bruit. Tout ça ne va évidemment pas ressusciter le Black Dahlia, ni apaiser le malaise de Karine, ni même améliorer les films de Brian De Palma. On ne saura jamais
Man Ray et Marcel Duchamp étaient au parfum pour George Hodel. Le grand-père de Jean-Yves Joannet n'a probablement pas pensé qu'il aurait un petit-fils qui parlerait un jour de lui dans des conférences. Les services de prêt des bibliothèques ne communiquent jamais le nom des gens qui rendent leurs livres en retard. Sans l'existence d'un chien de chasse à poils longs, nous fermerions beaucoup moins bien nos chaussures de sport, et je ne sais pas si mes trajets Genève-Vevey vont encore se répéter longtemps. Pourquoi ne pas éternuer ? Alors maintenant, je vais vous lire un texte que j'ai écrit pour le catalogue d'une artiste peintre qui s'appelle Nina Childress. Je vais vous montrer d'abord peut-être des images des peintures de Nina Childress pour que vous puissiez un petit peu vous faire une idée si vous ne la connaissez pas. J'aimerais montrer en particulier... D'accord. Alors, je vais vous montrer juste très rapidement des images. Voilà. Donc, elle avait fait elle a eu une exposition monographique au MAMCO, pour lequel je collabore aussi. Et elle avait fait toute une installation sur Simone de Beauvoir, donc avec une pièce où elle a repris du papier peint à partir d'un chemisier de Simone de Beauvoir. Il y a des peintures de Simone de Beauvoir. Elle avait fait ce truc Gallimard, un tapis Gallimard. Enfin, c'était toute une installation. Là, je vais vous passer assez rapidement pour comprendre le texte que je vais vous lire ensuite. Voilà, donc un portrait de Simone de Beauvoir. Elle s'intéresse à la coiffure de Simone de Beauvoir. Elle fait souvent 2 fois la même peinture, une fois bien peint, une fois mal peint. Voilà, c'est à partir de la célèbre photographie, une fois aussi bien peint, une fois entre guillemets mal peint. Et puis voilà, Simone de Beauvoir avec un sac sur la tête. Et l'artiste, donc Nina Childress, déguisée en Simone de Beauvoir, une fois bien peint et une fois mal peint. Des fesses et des lettres. Ceci n'est pas un turban pour cacher un brushing qui aurait mal tourné. Ceci n'est pas une salle de bain design, tout en courbe et en rondeur, avec sol en béton brut magnifié par la chaleur du bois. Ceci n'est pas une compétition de col roulé avec Marguerite Duras. Ceci n'est pas un catalogue de perruques. Ceci n'est pas un nu sexy publié dans les pages centrales d'un magazine de charme avant d'être arraché brutalement de son support pour soulager une poussée hormonale à l'heure du déjeuner dans un garage de Noisy-le-Grand. Ceci n'est pas une bibliothèque Billy avec étagères réglables permettant de tout organiser à sa guise. Ceci n'est pas un verre d'eau avec une tombée de sirop à l'abricot pour faire croire que c'est du whisky. Ceci n'est pas un test ophtalmologique sympa pour dépister d'éventuels problèmes de daltonisme. Ceci n'est pas le jeu des 7 erreurs avec les réponses en page 84. Ceci n'est pas une femme habillée descendant l'escalier dans le noir à tâtons en se demandant pourquoi il n'y a pas de lumière au salon. Ceci n'est pas un niqab jetable de chez Monoprix sur la tête de la femme en question. Ceci n'est pas le portrait d'une salope par une bad girl. Ceci n'est pas le portrait d'une bad girl par une salope. Ceci n'est pas une mise en abîme d'une mise en pli abîmée. Ceci n'est pas la promotion déguisée du retour des lavalières par le syndicat des couturiers. Ceci n'est pas une femme de lettres montrant ses fesses, ni une femme de fesses montrant ses lettres. Ceci n'est pas un éloge panégyrique pour le 2e sexe, le 3e homme, la 4e dimension, la 5e colonne, le 6e sens ou la 7e compagnie. Oui, mais comment peut-on en être certain ? Merci. Voilà. Merci.